Aujourd'hui, nous discutons avec Thomas Karat de la formidable chaîne YouTube SaltTube Analytics. Alors Thomas, bienvenue. Rudy, c'était à nouveau ici. Merci Pascal. Nous avons déjà parlé plusieurs fois, mais jamais en direct, donc c'est une première. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ton travail, tu tiens une magnifique chaîne YouTube et tu es aussi écrivain. Tu as récemment écrit ce nouveau texte, La tempête qui s'annonce. Très belle image au passage, sur ton propre Substack. C'est celui-ci, le Substack de Thomas Karat, fabriquer le consentement avant que les bombes ne tombent. Parlons de ton article et de ton analyse de ce que tu as découvert en fouillant les sources en ligne sur ce qui se prépare avec l'Iran. Car tu as mis au jour pas mal de choses intéressantes dans cet article, n'est-ce pas? Oui, à ma propre surprise, je dois le dire. C'était aussi une expérience pour moi. J'ai utilisé une API, un agrégateur de nouvelles, et j'ai rassemblé environ 230 ou 240 articles provenant, je crois, de 11 pays différents. Ensuite, j'ai commencé à les analyser, n'est-ce pas? En réalité, j'essayais d'examiner autre chose, le cadrage linguistique, qui est bien sûr également inclus dans l'article. Mais au-delà de cela, il y avait quelques découvertes intéressantes, car certaines choses se sont produites dans un laps de temps très court, entre le 27 et le 29 janvier, ce qui laissait entrevoir une attaque presque immédiate contre l'Iran, qui pourrait encore se produire. Donc, la conclusion était que dans un délai de 7 à 14 jours, s'il ne désamorce pas la situation, l'Amérique attaquerait l'Iran. Mais j'ai une liste sous les yeux. Oui, non, désolé, parce que tu as regardé tous ces médias, n'est-ce pas? Y compris The Guardian, The New York Times, et ainsi de suite, et tous les titres qu'ils ont publiés. Et tous d'abord ont utilisé un langage étrangement similaire pour décrire ce qui se passe. Donc, en quelque sorte, il a dû circuler une note sur la manière d'en parler. Mais ensuite, tout est sorti dans la même courte période. Peux-tu peut-être nous dire quel type de langage a été utilisé qui t'a fait penser « Ah, tiens, il prépare quelque chose ici ». Oui, nous avons quelques cadrages intéressants. Dans le sens de « Eh bien, laissez-moi juste regarder ça ». Non, je l'ai. Donc, quand les médias occidentaux parlent de l'Iran, on trouve des mots comme menace, averti, refuse, a le doigt sur la gâchette. C'est un cadrage vraiment agressif. Et puis quand on regarde comment les États-Unis sont décrits, les États-Unis, qui en réalité construisent une armada immense, c'est d'ailleurs le terme américain, armada dans la région, que trouve-t-on? Les États-Unis se préparent, les États-Unis envisagent des options, les États-Unis réagissent. D'un point de vue linguistique, c'est un cadrage défensif. From a linguistic perspective, that's defensive framing. Now, when we talk about headlines, alors, quand nous parlons des titres, si vous me permettez, nous savons, d'après des études scientifiques, et je sais que vous le savez, que selon les médias, entre 60 et 85% des gens ne lisent que les titres. Ils ne lisent pas les articles en entier. Et nous le remarquons particulièrement sur les réseaux sociaux, où les agrégateurs, bien sûr, savent si vous partagez un article sans réellement le lire. Ils le savent. Nous pouvons donc mesurer cela avec une assez grande précision. En conséquence, et c'est d'ailleurs une vieille histoire pour les rédacteurs, n'est-ce pas? Les titres comptent. Les médias accordent beaucoup d'importance, de réflexion et d'effort à la formulation des titres, car ils savent à quel point ils sont essentiels. On peut donc déduire beaucoup de choses à partir des titres. C'était la partie linguistique. Petite interruption rapide, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors, merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pacalotade.substack.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. La manière de présenter les choses est bien sûr intéressante. Le fait de la qualifier
armada m'a toujours semblé très révélateur. D'un côté, bien sûr, une armada désigne un grand nombre de navires. D'un autre côté, je me demandais, vous savez, l'armada est surtout célèbre pour avoir été coulée au large des côtes britanniques, n'est-ce pas? C'était la marine espagnole qui s'était rassemblée devant la côte britannique et qui a ensuite été détruite par une tempête, si je ne me trompe pas. Elle a en gros sombré au fond de l'océan. Maintenant, pour les États-Unis, c'est sans doute un vœu pieux. Mais qu'avez-vous tiré comme enseignement de l'analyse de ces près de 200 articles? Oui, j'ai quelques points essentiels, mais j'aimerais dire une chose à propos de l'armada et de l'idée d'insubmersible. L'Iran possède des missiles supersoniques. Et c'est une opinion, pas une recherche. Mais je crois vraiment que l'Iran a la capacité, s'il le voulait vraiment, d'endommager sérieusement un super porte-avions américain. Le concept même de ces immenses navires, à l'ère des missiles hypersoniques, est dépassé. Donc je pense... Enfin, je n'aimerais pas voir un super porte-avions à propulsion nucléaire au fond de la mer. Nous savons, d'après Tchernobyl, que j'ai suivi de très près à l'époque, que les Russes ont dû construire une structure en béton en dessous pour l'empêcher d'atteindre l'eau. Si ce cœur nucléaire en fusion avait touché l'eau, l'Europe aurait disparu. C'est pourquoi je dis qu'un super porte-avions à propulsion nucléaire, si jamais il coulait et restait endommagé au fond de la mer, je ne sais pas si quelqu'un sait vraiment ce qui se passerait. Voilà pour l'armada. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai quelques points essentiels ici. Tout d'abord, des choses très intéressantes se sont produites dans cette période de 48 heures, du 27 au 29. Nous avons eu plusieurs événements synchronisés. L'Abraham Lincoln, je crois que c'est le super porte-avions qui a été déployé. Oui, le temps presse, vous savez, cette impression d'urgence. C'est aussi une question de langage. Si vous repérez cela dans les médias, ce ton du « le temps est compté, dernière chance », ou dans la communication, vous savez, les offres limitées dans le temps, ce genre de choses. J'ai une question à ce sujet. As-tu découvert qui a eu cette idée? Parce que tu vois, je me souviens d'avoir lu ces gros titres et d'avoir pensé qu'ils ne faisaient que répéter ce que disait la Maison-Blanche. Mais la Maison-Blanche, en réalité, n'a menacé l'Iran qu'une ou deux fois. Le temps est compté. Ensuite, tout le monde a repris cette phrase et l'a traitée comme s'il s'agissait d'une sorte d'échéance sacrée, du genre « c'est maintenant ou jamais ». Et ils se sont tous mis à entretenir ce sentiment d'urgence. Encore une fois, la psychologie évolutionniste. Cela oriente notre attention à partir du tronc cérébral. Nous avons 3 cerveaux, je dis toujours, le premier est le tronc cérébral, puis nous avons le système limbique, les émotions, et enfin, la partie rationnelle. Il faut traiter l'information dans cet ordre, si l'on veut créer certains schémas. D'abord le tronc cérébral, quelque chose de différent, quelque chose d'effrayant par exemple, puis le niveau émotionnel, et enfin le néocortex. Il faut le faire dans cet ordre. Le tronc cérébral réagit aux urgences. C'est ce qui attire l'attention, n'est-ce pas? Donc oui, alors ça, mais tu penses que c'est la Maison-Blanche qui a diffusé ça et que les journaux étaient juste, genre, très contents de créer une forme de lectorat, du genre, mettons tout dedans et faisons en sorte que ça donne l'impression. C'est un mélange. C'est imminent. Tout d'abord, je crois effectivement qu'il y a une synchronicité. C'est aussi dans mon article. Il y a tout simplement trop de convergence. Vous savez, pour un ou deux médias, ou même quelques pays, on pourrait l'expliquer par des choix éditoriaux. Mais à cette échelle, à travers les médias occidentaux, je pense que c'est une preuve claire de coopération. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Et il y a plus.
Les gardiens de la révolution iranienne sont qualifiés d'organisation terroriste. Dans ce laps de temps de 48 heures, normalement, cela nécessiterait réunion après réunion après réunion. Le chancelier allemand Merz a utilisé le même langage que Trump. Iran, urgence, le temps presse. Donc je pense qu'il y a clairement eu une coordination. Oui, et ça ne fait que ça ne fait pas si longtemps que les États-Unis ont désigné... Non, attends, quand est-ce que les États-Unis ont désigné l'armée iranienne? Hein? Oui, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, juste il y a quelques semaines, non? Et ensuite, les Européens ont suivi, mais ils l'ont fait dans cette période très inquiétante, du 27 au 29, n'est-ce pas? Avant le week-end, en fait, non? Oui, oui. Ensuite, si tu veux que j'aille plus loin dans ce que j'ai trouvé ici, la prochaine chose, c'est la multiplication des justifications, non? Et c'est intéressant, parce qu'on a vu ça aussi en Irak, non? Il y a un glissement dans la justification initiale. La raison invoquée passe de l'application de l'accord nucléaire au soutien des manifestants, à la lutte contre le terrorisme et maintenant au changement de régime. Donc, quand ils font ça, encore une fois, c'est une stratégie très spécifique. Ils lancent tout ce qu'ils peuvent contre le mur pour voir ce qui accroche, c'est-à-dire ce à quoi leur propre population réagit le mieux, non? Donc, cette multiplication des justifications, si tu vois ça dans les actualités, c'est clairement un signal d'alerte, non? Oui, je veux dire, la seule chose, bien sûr, c'est que ce sont les États-Unis qui renforcent leur marine devant l'Iran. Ce n'est pas comme si l'Iran stationnait son porte-avions quelque part, n'est-ce pas? Les médias occidentaux ont ce problème étrange. D'un côté, ils doivent présenter et décrire l'Iran comme le méchant et les États-Unis comme le gentil, alors qu'en réalité, ce que l'on voit, c'est bien une violation du droit international par les États-Unis. Car non seulement une attaque est interdite par la Charte des Nations Unies, mais même la menace de recourir à la force est interdite. Et nous avons eu le ministre des Affaires étrangères iranien, en fait ce week-end, sur Twitter X, se plaignant que les États-Unis publient des messages disant que notre armée devrait se comporter de manière plus responsable, parce qu'apparemment la marine iranienne est trop proche de la marine américaine. C'est irresponsable. Et il s'en plaint et s'en moque, car cela mérite d'être tourné en dérision. Mais cela met les médias européens dans une position délicate, n'est-ce pas? Pouvez-vous parler un peu plus de la façon dont ils ont essayé de se sortir de cette situation par leur cadrage? Le public occidental, vous savez, quand on parle de ce sujet, il faut être très prudent, car dès qu'on mentionne la propagande, on est immédiatement rangé dans une certaine catégorie. Le public occidental croit, à tort, de manière erronée, que la propagande est quelque chose qui se produit dans des endroits comme la Corée du Nord ou la Russie. Nous connaissons ce récit. Mais nous, l'Occident libre, nos médias font aussi de la propagande. Il y a un décalage total, n'est-ce pas? C'est aussi pour cela que les médias occidentaux peuvent se permettre certaines choses qui feraient simplement sourire. Par exemple, des gens de l'ex-Yougoslavie, parce qu'ils savent que c'est de la propagande. Donc ce cadrage constant, et encore une fois, d'un point de vue psychologique, cette répétition incessante et le fait de l'entendre sur tous les canaux, c'est intentionnel. Parce qu'il existe, encore une fois, des études scientifiques très intéressantes à ce sujet. Vous entendez un argument encore et encore, et même sans en être conscient, la probabilité que vous l'acceptiez comme vrai augmente avec le temps. Même si au tout début, vous y étiez opposé, que vous n'y croyez pas, c'est très intéressant. Là encore, tout cela se passe à un niveau subconscient, mais c'est très efficace. Les politiciens le savent, les spin doctors le savent, et les agences de relations publiques le savent.
si vous me permettez, très brièvement. J'ai interviewé le PDG d'une agence de relations publiques allemande il y a 1 an ou 2. Très intéressant. Ils sont spécialisés en psychologie évolutionniste. Geza Lischka, extrêmement intéressante, car elle explique vraiment comment tout cela fonctionne du point de vue d'une agence de relations publiques. Une entreprise très efficace. Oui, et nous confondons bien sûr la répétition ou la familiarité avec la réalité ou la vérité, n'est-ce pas? Mais c'est aussi quelque chose qui se produit très facilement. Je m'en suis rendu compte lorsque je faisais un reportage sur l'intervention des États-Unis au Venezuela, l'enlèvement de M. Maduro. Quand cette nouvelle est sortie, nos médias occidentaux ont utilisé le mot « capture ». Ils ont dit qu'ils avaient capturé Maduro. Et moi, sans m'en rendre compte, j'ai répété ce mot. J'ai dit quelque chose comme « Oh, Maduro aurait été capturé ». Mais cela fait déjà partie du cadrage, bien sûr. Ce n'est que plus tard, une fois mon article publié, que j'ai compris que j'étais tombé dans le piège de répéter un cadrage qui avait été imposé. Donc, au lieu d'utiliser le mot « enlèvement » ou « kidnapping », ou tout autre terme qui mettrait en évidence l'illégalité de tout cela, on emploie une expression soi-disant neutre, ce qui n'est vraiment pas justifié. Groenland, en un seul mot gras, acquis. C'était la formulation initiale qu'ils ont utilisée. Groenland sera acquis, exact. C'est écœurant. C'est absolument écœurant. Mais l'autre chose, cela nous rappelle tellement l'attaque non provoquée, n'est-ce pas? L'attaque non provoquée de la Russie. Classique. Un exemple classique. Alors, quelles sont les versions classiques qu'ils essayent apparemment de diffuser maintenant en ce qui concerne l'Iran? J'ai déjà dit que la présentation du côté américain est défensive, tandis que celle de l'Iran est agressive. Et cela se prolonge. On peut intervertir les mots. Mais au final, le cadrage global qui s'imprime dans le subconscient est que l'Iran est l'agresseur, pas les États-Unis. Si l'on parle du cadrage sélectif des médias, d'après les articles que j'ai trouvés, ce qui est absent est également intéressant. Car le point de vue chinois, le point de vue russe, la perspective turque, celle des États arabes, tout cela est complètement absent des médias occidentaux. Il faut être précis. Cela ne veut pas dire que dans ces pays, il n'y a pas de reportage sur la situation. Mais dans les médias occidentaux, nous n'avons pas les points de vue de ces pays dans notre récit. C'est complètement effacé. Nous ne savons pas, nous, le public occidental, n'avons pas le droit de savoir comment les Chinois, les Russes, les Turcs et la plupart des États arabes du Golfe perçoivent ce qui se passe dans le Golfe Persique, n'est-ce pas? Bien sûr, en Europe, les voix russes, les plus connues en anglais, RT et Sputnik, sont même interdites, n'est-ce pas? Donc nous n'y avons pas accès. Et c'est tout le principe du contrôle d'une infosphère. Non seulement les informations, ce qui est rapporté, sont sous contrôle, mais aussi la manière dont elles sont présentées. Oui, donc les voix absentes que vous mentionnez dans votre article, à juste titre, existent, comme celle de Xinhua, CGTN et d'autres, qui ne sont tout simplement pas relayées. Qu'est-ce qui manque d'autre en réalité dans les discussions des médias occidentaux? Je ne suis pas sûr de comprendre cette Mr. Woodfall. Désolé, vous parlez des voix absentes. Mais qu'est-ce qui manque d'autre dans la manière dont l'Occident rapporte les faits? Les conséquences potentielles si les États-Unis attaquent l'Iran. Je veux dire, les gens ne comprennent pas que cela pourrait enflammer tout le Moyen-Orient, non? Alors, parlons d'économie. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, mais revenons-y plus tard.
sur le plan économique, n'est-ce pas? Et je ne l'ai pas fait, parce que dans mes recherches, je ne m'intéresse pas vraiment à l'économie ou à la finance, et je ne suis pas expert dans ce domaine. Mais une chose m'a frappé, une ère d'incertitude et le risque de perturber l'approvisionnement en pétrole. Le risque sérieux de perturber l'approvisionnement en pétrole rend logique que les prix du pétrole augmentent. Mais normalement, quand nous avons une insécurité accrue ou des tensions géopolitiques, que font l'or et l'argent? Eh bien, eux aussi montent. Alors, que s'est-il passé entre les 27, 29 et 30 janvier? L'or a chuté de 37% et le pétrole de 12%. Il y a quelque chose d'étrange ici. J'ai vérifié moi-même. Aux Pays-Bas, si je veux acheter de l'or ou de l'argent maintenant, je dois attendre entre 6 et 12 semaines. Et sur les sites de ces revendeurs, on peut lire « En raison d'une forte demande, notre délai de réponse est… » Donc il y a une véritable ruée sur l'or et l'argent physique. Et pourtant le prix, 37% pour l'argent, 12% pour l'or, a baissé. Quelque chose cloche. Je ne sais pas qui manipule quoi en coulisses. Encore une fois, je ne suis pas un expert du sujet, mais c'était une découverte surprenante à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai une amie qui travaille pour l'une des sociétés d'investissement et elle m'a envoyé un message vendredi en disant qu'elle interprète la baisse du prix de l'or comme une réaction à la nomination par Donald Trump d'un partisan d'une politique monétaire stricte à la Fed. C'est l'explicite mais racial que non immédiat traditionnel et optionnel. Je ne suis pas convaincu. Pas convaincu. Eh bien, comment fais-tu? Je veux dire, ce sont des forces du marché. Je n'irai pas jusqu'à croire que les États-Unis pourraient, tu sais, manipuler délibérément le prix de l'or. Mais bien sûr, leur décision serait… Donc, les prix de l'or et de l'argent, si vous regardez, sont réprimés depuis des décennies. Je veux dire, c'est connu. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de savoir s'ils sont réprimés ou non, mais plutôt les raisons, ce qu'il y a derrière tout ça. Et une chose, encore une fois, je ne suis pas un expert, c'est que le système de monnaie fiduciaire, la monnaie fiduciaire, les gars, renseignez-vous, oui, ne tient qu'à un fil, pas à un cheveu, à un nanofil, tellement fin. C'est quoi maintenant? 38 000 milliards ou quelque chose comme ça. Les États-Unis sont endettés. Ils doivent dépenser 20% de leur PIB juste pour payer les intérêts. Donc, quelque chose va se passer. Et on voit aussi maintenant cette poussée universelle en Europe, mais surtout en Europe, pour passer à l'euro numérique. En gros, aux monnaies numériques de banque centrale, n'est-ce pas? Oui. Donc il y a quelque chose en arrière-plan. Il se passe quelque chose ici. Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais c'est le genre de choses que je m'attendrais à découvrir. C'est très intéressant ce qui s'est passé le week-end dernier. L'une des choses dont les gens parlaient vendredi, c'était de savoir si après la fermeture de la bourse de New York, ce soir-là, ce ne serait pas le moment où l'attaque aurait lieu. Ce que nous savons entre-temps, c'est que les États-Unis semblent encore se préparer. Ils ne semblent pas encore avoir toutes leurs forces alignées en Iran. Je ne connais pas assez bien le déploiement militaire réel pour en parler en détail, mais si une attaque devait avoir lieu, il serait en effet logique de la lancer un vendredi soir, quand il reste 2 jours avant la réouverture des marchés. Les prix du pétrole réagiraient immédiatement et très fortement, n'est-ce pas? Mais poursuivons peut-être un peu avec vos conclusions, car vous avez dit que tout ce qui se passe avec l'Iran doit être compris dans le schéma de l'Irak et de la Libye. Oui, absolument. Nous avons déjà vu exactement le même schéma auparavant. Tous les points que j'ai mentionnés, nous les avons déjà observés. Maintenant, avant que j'oublie, j'ai un autre document à côté de moi. J'ai préparé pour vos téléspectateurs une sorte de guide pratique. Désolé, il est encore tôt pour moi, je perds déjà mes mots.
J'ai préparé un PDF, un guide pratique, pour montrer à vos téléspectateurs comment ils peuvent appliquer cela eux-mêmes, ce type d'analyse. Ce n'est pas très complexe, juste une page ou une page et demie. Mais une fois que vous connaissez ce genre de choses, vous pouvez les appliquer à n'importe quoi, à l'Ukraine, à la Chine, à la politique locale, peu importe, n'est-ce pas? Donc, quel que soit le sujet, vous pouvez appliquer ce type de technique. Nu va verdenning quelques exemples. Nous avons déjà utilisé de la plupart d'entre eux. Désolé, ceux que nous venons juste de passer. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, la compression du temps, quand on voit beaucoup de choses se produire en relativement peu de temps. Quand on multiplie les justifications, c'est très facile à repérer. Le cadrage sélectif, qui est entendu et qui est omis. Je veux dire, ce sont des signaux rouges absolus, des signaux de marché contradictoires, comme lorsque les prix du pétrole augmentaient, logique, mais que les métaux précieux baissaient, ce genre de choses. Surtout l'urgence artificielle. Je crois qu'il y avait 16 gros titres. Le temps presse, les jours sont comptés, ce genre de formule. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'IA, je peux extraire cela dans plusieurs langues. Tout cela. Ensuite, la multiplication des justifications. Très, très intéressant. Justification multiplication, very interesting. Yeah. So from January 22-23, nuclear program. Donc, du 22 au 23 janvier, les négociations sur le programme nucléaire ont échoué. Puis, les 27 et 28, encore une fois, voici les justifications qu'ils essaient d'utiliser. Intervention humanitaire. Nous devons protéger les manifestants. Puis soudainement, c'était la lutte contre le terrorisme. Les gardiens de la révolution islamique sont désormais une organisation terroriste qui est entrée en jeu. Les 29 et 28 janvier, impératif moral. Vous savez, le régime est désormais maléfique, ce genre de choses. Donc plusieurs justifications pour la même cause. C'est clairement un signal d'alarme. Et encore une fois, qui n'entend-on pas? Voyez des articles venant de Chine, de Russie, peu importe, nous l'avons déjà dit. Je n'avais, je crois, que 4 titres russes dans l'ensemble de mon corpus. 1,7%, une couverture minimale du monde arabe, ce qui est compréhensible. 54 est étonnant. La Jordanie est de nouveau alignée, apparemment, les Émirats arabes unis aussi, avec ce que les Américains prévoient. Et j'aimerais ajouter que j'étais en Jordanie lorsque les missiles iraniens, la première fois, pas la dernière, la première, ont survolé la Jordanie pour frapper Israël. Nous étions si proches que les maisons tremblaient. La Jordanie est donc au cœur de tout cela. Je comprends parfaitement pourquoi on n'entend aucune voix venant de pays comme la Jordanie. Et encore une fois, et je sais que je résume maintenant, l'asymétrie du cadrage. Encore une fois, l'Iran menace, l'Iran refuse, et l'Amérique, bien sûr, prépare diverses options. Soyez attentifs à ce genre de choses. Si vous faites cela, vous disposez d'une sorte de super pouvoir que vous pouvez appliquer à n'importe quel sujet. Oui, donc vraiment, faites attention à la manière dont les choses sont présentées et aux méthodes utilisées dans cette couverture médiatique. Mais toi, qu'en penses-tu? Tu avais écrit que tu t'attendais à une sorte de fenêtre de 14 jours pendant laquelle une attaque aurait lieu ou non. Quelle est ton opinion à ce sujet? C'est une question délicate. Alors juste ce matin, j'ai essayé d'obtenir un peu plus d'informations. Mettre en place un tel renforcement militaire massif est une entreprise très coûteuse, même pour les États-Unis. Ces super porte-avions, je ne sais pas combien ils coûtent par jour. Mais aussi, sur le plan psychologique, il y a des gens à bord qui se préparent mentalement à partir en guerre. Oui, à partir en guerre. Vous savez, les Américains, quand sont-ils vraiment partis en guerre pour la dernière fois? C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique n'a pas vraiment été en guerre. Ces types d'actes d'agression, comme en Irak par exemple, où ils ont tué au moins 1 million d'Irakiens,
et affamé à mort au moins un demi-million d'enfants irakiens, ce que Madeleine Albright a déclaré à la télévision trouvait justifié, ce ne sont pas des guerres. Ce sont des bombardements. C'est ce que fait Israël sur Gaza. Il n'y a personne dans le ciel pour s'y opposer. Ils survolent la zone, totalement maîtres de l'espace aérien, et larguent quelques bombes. L'Iran, en revanche, pourrait être différent, non? Il y a deux aspects à cela. D'un côté, bien sûr, les États-Unis aiment présenter leurs actions comme pacifiques et menées en défense de valeurs universelles. De l'autre, il y a aussi une logique interne, car selon la Constitution américaine, seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre, n'est-ce pas? Donc, en réalité, le président américain devrait se rendre devant le Congrès et dire quelque chose comme « Hé les gars, pouvez-vous ratifier notre petite entreprise guerrière ici ?» Et ils ne l'ont plus jamais fait, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, ce genre de décision a toujours été prise par l'exécutif. Je veux dire, une des idées les plus sombres qu'on puisse avoir, c'est que bien sûr, ce que les États-Unis veulent, c'est provoquer l'Iran pour qu'il coule un de leurs navires afin de pouvoir ensuite invoquer la légitime défense. Golfe du Tonkin. Golfe du Tonkin. Bon vieux Golfe du Tonkin. Ouais, vieux scénario. Ouais, rien de nouveau à cet égard. Mais je pense qu'ils deviennent de plus en plus mauvais à ce jeu. Je veux dire, encore une fois, tu as démonté tout cela de manière très, très éloquente et élégante. Mais cette fois, toute cette mise en scène semble être, eh bien, même les médias occidentaux ont énormément de mal à maquiller un cochon aussi gros. J'adore cette expression. C'était quoi déjà? Palin? Enfin bref, oui. Donc ça devient plus difficile parce que les gens sont de plus en plus instruits. Pas assez vite, pas suffisamment, mais quand même de plus en plus instruits grâce aux réseaux sociaux. C'est pour ça que Netanyahou et compagnie sont très en retard maintenant avec Twitter, avec tout ce repositionnement de Twitter et l'achat par Larry Ellison. Ce serait une autre histoire. Enfin, ce qu'ils font tous, oui. Donc guerre de l'information, mot-clé, guerre cognitive. Laisse-moi glisser ça rapidement. Guerre cognitive. Il y a un document, je l'ai. Pour les lecteurs, je peux le faire circuler. La guerre cognitive. L'OTAN considère le cerveau de sa propre population comme le prochain champ de bataille. Ce sont leurs propres mots. Et ils le font par des moyens psychologiques extrêmement sophistiqués, à travers toutes sortes de canaux différents. Ainsi, la guerre cognitive vise à influencer la population même de l'OTAN pour qu'elle accepte les guerres à venir que nous verrons. Malheureusement, c'est ma conclusion. Nous entrons dans une période très difficile, marquée par beaucoup de bouleversements et de changements. Oui, c'est quelque chose dont je suis convaincu. Oui.